Alors, on va revenir à des spécialistes de la biodiversité et il existe depuis quelques années, très récemment, une fondation pour la recherche pour la biodiversité. Donc concrètement, après tout ce qu'on nous a dit sur le fait qu'il fallait faire plus de recherche, Flora Pellegrin, quel est votre point de vue ? Alors, bonjour. Alors oui, donc je suis Flora Pellegrin de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui a une mission de coordination de la recherche sur la biodiversité entre les organismes de recherche français, les acteurs de la recherche, mais également une fonction d'interface avec les acteurs de la société. Alors on m'a demandé de venir parler un peu du lien entre santé et biodiversité, en lien avec la complexité du fonctionnement des écosystèmes, les continuités, l'hétérogénéité des paysages, etc. Et j'ai choisi un petit peu de formuler ça en tant qu'enjeu scientifique, parce que je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire et il y a tout simplement pas de réponse encore à beaucoup de ces questions. Donc voilà. La diapositive suivante, merci. Alors, j'ai un petit peu essayé de rentrer dans le sujet, à la fois par ce qui a été présenté déjà, les phénomènes un peu médiatisés sur les maladies émergentes, des phénomènes qui font peur un peu au grand public, mais qui sont la partie émergée de l'iceberg, avec la question des systèmes vivants qui est souvent en filigrane. Et donc on peut penser à la découverte du réservoir du sida, par exemple, qui ont fait des articles dans les médias, et puis toutes ces maladies dont on a parlé. Et là-dessous, bien sûr, il y a des enjeux qu'on commence à appréhender, des enjeux de santé publique, autour de la biodiversité et des écosystèmes. Et donc on a vu de nombreux exemples qui commencent à être étudiés et qui montrent que l'approche écologique est essentielle pour comprendre certains de ces phénomènes. Et puis le troisième point de vue un petit peu c'est évidemment celui de la santé publique, où il y a des urgences parfois à gérer et qu'on a souvent géré effectivement de manière pas forcément très intelligente dans une perspective durable. Alors pour parler un petit peu de cette question de la complexité des phénomènes, j'ai choisi diapositive suivante, merci. J'ai choisi de parler d'un cas qui ne touche pas directement la santé humaine, mais qui est un problème vraiment important actuellement. Il s'agit du cas de la chytridiomycose, un petit peu difficile à prononcer, mais qui est une maladie infectieuse émergente due à un champignon pathogène et qui provoque de très fortes mortalités chez certaines espèces d'amphibiens actuellement. Donc il y a eu d'abord des cas en Amérique centrale et en Australie, et maintenant c'est arrivé en Europe. Et en fonction des espèces, ça peut provoquer des mortalités qui vont jusqu'à 100% et qui affectent différemment les espèces en fonction des milieux. Mais c'est assez... comme ça touche un groupe qui est déjà très menacé, c'est un phénomène que je porte à votre attention, et donc qui est très présent en Espagne, mais qui est en fait très centré sur les Pyrénées. Il y a un important effort de recherche et de suivi qui est en cours à travers un projet européen et dont je vous présente ici les données. Ils essayent de cartographier un petit peu l'avancée de ce pathogène. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc c'est un cas qui est intéressant, je trouve, par sa complexité et par le nombre de facteurs qui sont en jeu. Et donc il y a deux principales hypothèses sur l'émergence de ce pathogène. L'une, c'est qu'elle serait due à des introductions d'espèces connues pour être réservoirs, et donc notamment des xénopes et la grenouille taureau, qui ont été amenées par le commerce international. En l'occurrence, le xénope, en fait, c'était un xénope d'Afrique du Sud qui a fait l'objet d'un intense commerce au cours du XXe siècle, notamment pour les laboratoires médicaux. Il était utilisé dans le domaine de la santé, et il aurait pu transmettre ce champignon à la faune sauvage. L'autre hypothèse, c'est qu'en fait, c'était un champignon qui était déjà présent, mais dont l'explosion serait due à des changements environnementaux, et notamment des changements climatiques, et puis des changements liés aux pollutions et aux pesticides, et qui auraient favorisé le pathogène, et qui auraient surtout rendu les amphibiens extrêmement vulnérables. Et donc, on a ces deux hypothèses qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives, mais qui montrent la complexité des facteurs en jeu. Et puis il y a le rôle éventuellement des activités humaines qui est dans le tableau au niveau plus local, par exemple le tourisme et la pêche. Il y a des résultats qui suggèrent que la diffusion se fait par saut de puce entre des milieux humides, et qui serait sans doute dû à un transport passif par les humains. Donc c'est un
un cas assez difficile à contrôler. Alors sinon, je voulais dire quelques mots un petit peu sur les liens entre santé, bien-être humain et biodiversité, tels qu'ils sont un petit peu mis en lumière par les services écosystémiques qui ont été présentés par Serge tout à l'heure. Et en fait, ce que je voulais mettre en valeur ici, c'est que la question de la santé, c'est un sujet qui est assez intéressant pour mettre en lumière toutes les questions qu'il y a autour de ce concept dans la recherche sur la biodiversité, parce que il met en lumière ce lien à double sens, c'est-à-dire que la biodiversité est à la fois perçue comme une menace et à la fois elle apporte des services très très importants pour protéger la santé, à la fois ceux qu'on a vus là en termes de dilution, etc. Et puis évidemment comme fourniture de médicaments et de bien-être aussi éventuellement de bien-être psychologique. Voilà. Et donc il peut y avoir des enjeux un petit peu dans les choix publics sur quels services on met en avant, parce que souvent les services d'approvisionnement peuvent être contradictoires parfois avec les services de régulation et d'auto-entretien. Par exemple, quand on exploite le bois, ça peut avoir un impact sur les services de régulation du climat ou de régulation des sols ou sur les cycles de l'eau, etc. Et donc il y a parfois des choix à faire dans ce domaine-là. Je crois que j'avais expliqué ça sur la diapositive suivante peut-être. Et donc cette approche, ça montre vraiment qu'on a besoin d'une approche qui regarde tous les aspects des liens entre biodiversité et santé, qui sont à la fois la qualité de vie, les médicaments, les émergences de maladies, la qualité de l'environnement, les pollutions, et puis toutes ces questions de services liés à la santé. Voilà, diapositive suivante. Et donc voilà, j'ai voulu juste mettre quelques enjeux qui me semblent très importants pour la recherche dans ce domaine, et je pense qu'il y avait déjà eu des réflexions qui avaient été menées à l'époque, notamment par l'Institut français de la biodiversité, qui est le prédécesseur de la Fondation. Et à l'époque, j'ai l'impression que c'était des recherches qui étaient encore un peu trop émergentes et ça n'avait pas vraiment décollé. Et j'ai l'impression que ça a mûri depuis, et je suis content de voir que peut-être ça émerge. Et donc j'ai voulu un petit peu mettre quelques idées. C'est pas forcément les seuls qu'il peut y avoir, mais il me semble qu'à partir des exemples qu'on a vus, il y a un vrai enjeu de systématiser les connaissances et de renforcer l'acquisition de données, l'analyse, la modélisation. On a des gros programmes qui concernent toute la biodiversité, mais justement sur ces questions de méta-analyse, d'observatoire, de modélisation, et je pense que la santé pourrait être concernée. Il faut replacer donc ces phénomènes dans le cadre des systèmes écologiques complexes, il faut coupler à la fois les différents aspects des phénomènes biologiques, qui est déjà difficile, mais aussi comprendre le rôle des changements d'utilisation des terres, de changements climatiques, du commerce international, de différentes activités humaines. Donc c'est effectivement toutes ces problématiques d'intégration qui sont très complexes, et on a besoin d'avancer. Il y a effectivement le rôle de l'hétérogénéité des paysages, des continuités. On commence à avoir quelques résultats, par exemple sur le rôle de la taille des aires, éventuellement des vecteurs et des parasites, mais c'est encore assez parcellaire. Et donc tout ça plaide pour une recherche beaucoup plus intégrée entre les sciences médicales, les sciences écologiques, les sciences du climat, les sciences de la société. Il y a également, je pense qu'on l'a vu, pour les sciences de la société, des enjeux assez forts en termes de perception qui peuvent être des perceptions effectivement négatives de la part du public et qui peuvent avoir qui sont un élément du tableau. Et tout ça, un petit peu aussi, je pense qu'il faudrait rentrer dans la question de gérer les compromis et les arbitrages entre différents types de services écosystémiques liés à la santé et à différentes échelles de temps. C'est-à-dire qu'il faut à la fois gérer parfois des urgences, mais surtout anticiper les problèmes comme il a été dit auparavant. Simple.